Et on commence par Christian Estrosi. Oui, on parle du maire de Nice parce que vous le savez, la question de la sécurité dans les établissements scolaires en France est un vrai sujet depuis l'attaque d'Arras. Elisabeth Borne s'est dite favorable ce matin à l'installation de boutons d'appel dans les collèges et les lycées pour prévenir les commissariats en cas de problème, les prévenir directement. Mais à Nice, en fait, ça existe déjà dans les 150 établissements de la ville. Effectivement, c'est ce que M. Estrosi a rappelé. Et moi, j'ai envie de dire bravo à Christian Estrosi. C'est pas souvent. Non, c'est pas souvent. Mais ça peut m'arriver parce que, au fond, et je sais que Pablo va être contre ce que je vais dire, mais pendant longtemps, à gauche, on a été contre les caméras de vidéo, de surveillance, contre tout ce qui était pour la sécurité. Et on s'aperçoit aujourd'hui, au fond, moi perso, alors c'est l'âge, allez savoir, mais je trouve ça plutôt pas mal. Et d'abord, ça permet de retrouver évidemment plus facilement ceux qui commettent des actes parfois graves de délinquance, voire de terrorisme. Donc les caméras de surveillance, on est bien content de les trouver dans ces cas-là. Et ce genre de bouton dans les écoles, il faut bien reconnaître à Christian Estrosi qu'il a eu l'idée le premier de les installer dans les écoles des Alpes-Maritimes. Et peut-être que ce serait une bonne idée que ce soit partout en France. Non, mais alors, déjà... Je sentais que vous alliez réagir. Non, mais déjà, moi, je trouve qu'apporter une réponse qui est uniquement sécuritaire aux problèmes aujourd'hui que rencontre l'école, y compris en matière de sécurité, je pense que c'est une erreur. Vous prenez les États-Unis. Aux États-Unis, ils ont énormément de façons d'essayer de défendre leurs écoles. Ils ont beaucoup plus d'actes de terrorisme dans les écoles que nous. Ensuite, les armes sont inventées pour là-bas. Ils ont des armes. Exactement. Bah oui, mais ça n'a rien à voir. Du coup, c'est quoi? Non, mais c'est quoi? Ils ont des armes, mais c'est quoi l'étape suivante? On met des gilets pare-balles sous les uniformes obligatoires. En fait, la gauche a été rattrapée par la réalité, par le réel, sauf pour Pablo. Frédéric Non mais franchement, alors quoi? Non, moi, mes enfants regardent et je voulais leur dire, ça va, il n'y a pas école demain, donc c'est là. Non mais voilà, mais il a raison Frédéric Bébédé. C'est hyper anxiogène en fait, un bouton comme ça qui est mis dans les écoles. Non, et la deuxième chose, c'est, je suis désolé, il s'est passé 2 actes terroristes absolument dramatiques et très inquiétants avec Dominique Bernard et avec Samuel Paty. Ça aurait servi à quoi un bouton? Je crois qu'il faut pas réduire. Pardon, mais Alors vas-y. D'accord, vous me tutoyez maintenant. Voilà ce que c'est que la jeunesse d'aujourd'hui. Je vais avoir un bouton moi aussi pour faire évacuer ce studio très vite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand même dans le cas du deuxième professeur, il y a effectivement la police qui est arrivée quand même très rapidement, et peut-être qu'elle serait arrivée encore plus rapidement avec un bouton tout simplement. Oui, bien entendu. En plus. Christian Estrosi, par exemple, a instauré un policier dans 20% des écoles de Nice. C'est un débat qu'il a lancé il y a quelques semaines, parce que ça fait plusieurs années que, sur demande des établissements scolaires, on peut avoir un policier aussi. Je veux dire, il y a aussi, vous savez, il y a ces grands discours sur la sécurité, puis après, il y a des gens qui agissent. Eh ben, il faut reconnaître que sur ce sujet-là, dans une ville qui a quand même été meurtrie par le terrorisme qui s'appelle Nice, Christian Estrosi a mis en place, et ça fonctionne. Et j'ai pas l'impression que les enfants de Nice soient traumatisés parce que les professeurs ont un bouton d'alerte. Et puis, il faut peut-être pas accorder une importance démesurée aussi à ce dispositif. C'est-à-dire, personne n'a jamais prétendu que ça allait tout résoudre. Ça fait partie des outils qui sont mis à disposition pour répondre. S'ils prouvent leur efficacité, tant mieux. Et il y en aura d'autres. Et effectivement, je rejoins évidemment ce que dit Pablo. Il ne faut pas que l'école devienne une sentinelle. Il faut que ça reste un sanctuaire et qu'on puisse y entrer et qu'on puisse y être libre. À part Pablo, on va dire bravo, monsieur Estrosi. Ce soir, c'est pas tous les jours. On peut le faire et on le fait. La photo suivante, c'est celle, et ça n'a rien à voir évidemment, celle de Cédric Jubilard. Le parquet de Toulouse qui a annoncé son renvoi devant la cour d'assises. Cédric Jubilard, on en a beaucoup parlé sur BFM TV, c'est le mari de cette infirmière disparue en décembre 2020. Et ce renvoi devant la cour d'assises, c'est le signe que les éléments à charge contre lui sont suffisants pour l'accuser du meurtre de sa femme Delphine Jubilard. Dans cette affaire, on le rappelle, il n'y a pas de corps, pas d'aveu et pas de scène de crime. Alors voilà, il y a évidemment des présomptions de preuves, et voilà pour les raisons pour lesquelles peut-être M. Jubilard passera en procès devant une cour d'assises. Mais moi, toujours, je suis prudent dans ce genre d'affaires. Je me dis toujours, mais peut-être, et c'est un espoir, cette femme, on va la voir réapparaître un jour. J'ai toujours cet espoir-là, même si effectivement ça paraît peu probable, mais l'évidence, je m'en méfie toujours, vous voyez. Et je trouve qu'on va toujours un peu trop vite dans ce genre d'histoire. Et voilà pourquoi aussi, d'ailleurs, je voudrais qu'on ait une pensée, parce qu'avec tous les événements, je l'ai dit, ça fait un mois jour pour jour qu'il y a eu ces événements du Hamas qui a attaqué Israël, et on oublie toutes ces affaires de faits divers
qui d'ailleurs passionne la plupart des Français qui nous regardent. On a reparlé beaucoup aujourd'hui du petit Émile, puisqu'il y a eu des tas de perquisitions dans des maisons de la région. Je pense aussi à la jeune fille qui s'appelle Lina, qu'on n'a pas retrouvée depuis fin septembre. Elle a 15 ans, Lina, elle allait à la gare. Depuis, on n'a aucune nouvelle. Et ces affaires-là sont toujours en cours. Et il ne faut pas oublier que les enquêteurs continuent leur enquête. Oui, et puis nous sommes tous touchés parce que c'est monsieur tout le monde, madame tout le monde. En fait, ce sont des Français, je veux dire, normaux, entre guillemets, ou classiques. C'est-à-dire que, voilà, et c'est pas récent, on sait toujours, en France et dans tous les pays du monde, rappelez-vous, même au tout début de la presse, il y avait des grandes unes faites sur des grandes affaires criminelles. Ça a toujours passionné parce que, malheureusement, les gens se disent que bah oui, ça pourrait nous arriver à nous, quoi. Donc oui, c'est normal qu'on s'intéresse à ce genre d'affaires. Et ça pourrait d'autant plus nous arriver, comme tu dis, Fred, que là, en l'occurrence, ce qui arrive au couple Jubilard, effectivement, il y a un mystère parce qu'on n'a pas retrouvé le corps et que pour l'instant, il y a la présomption d'innocence pour Cédric Jubilard, mais ça ressemble quand même à un féminicide, comme il y en a des dizaines par an en France. C'est vrai, il y a de fortes présomptions pour ça, mais méfions-nous toujours de juger quelqu'un avant qu'on en sache plus, et peut-être que le procès nous apportera des preuves complémentaires et suffisantes. Le visage suivant, c'est vous surtout qui allez y réagir, Frédéric Becbédé. Vous n'êtes pas là seulement pour votre spectacle au théâtre Édouard VII, mais aussi pour parler littérature, et ça tombe bien, le visage suivant que j'ai choisi dans ce trombinoscope, c'est Neige Sino. Ouais, Neige Sino qui a remporté plusieurs prix littéraires depuis le début de la rentrée pour son livre Triste Tigre. Dernière en date, c'était le prix féminin et c'était hier. Elle était aussi finaliste du prix Goncourt, remporté finalement par Jean-Baptiste Andréa. Vous l'avez annoncé, il sera sur notre plateau dans une petite demi-heure. Mais voilà, le prix féminin donc pour Neige Sino. Elle avait peu de chance d'obtenir le Goncourt, je crois. Vous allez me le confirmer, Frédéric Becbédé, même si vous faites partie du prix Renaudot, du jury du prix Renaudot et pas du prix... J'aurais dû inviter finalement mon camarade Philippe Claudel, c'est lui qu'il fallait inviter. Écoutez, j'y vais. Parce que lui, il est au Goncourt, mais vous me confirmez qu'elle avait peu de chance parce que d'abord... ayant eu le féminin hier... Pas seulement, c'est aussi un récit personnel. Déjà l'année dernière, on avait reproché au Goncourt de donner à Brigitte Giraud pour son livre Vivre vite, je crois, qui racontait l'histoire de la disparition de son mari. Elle revenait dans le détail comme un compte à rebours sur la disparition de son mari. C'était une histoire personnelle. Là, c'est vrai aussi pour Neige Sino. Il y avait peu de chances que 2 années de suite, on récompense, on va dire, non pas un roman, mais un témoignage. C'est possible. Mais même si c'est littéraire, évidemment. Oui. Je peux parler du Renaudot. Nous, on l'a donné à Anne Scott pour Les Insolents, qui est un très très beau roman, mais c'est un livre très personnel. C'est l'histoire d'une femme qui quitte Paris, qui s'en va vivre à la campagne. C'est toute la pauvreté des écrivains qui souffrent dans la solitude. Et c'est un très très beau livre qui a le prix Renaudot. Non, mais Neige Sino, c'était un livre très important. C'est la révélation de cette rentrée. On va y revenir au prix Renaudot. Donc c'est très bien. Chaque chose en son temps. D'abord, vous l'avez lu, celui de Neige Sino ou pas? Oui, c'est un choc. Bah oui, bien sûr. C'est un choc. Bien sûr. C'est-à-dire que d'aborder ce sujet qui est très très difficile, qui est l'inceste, et le faire en répondant à toutes les critiques au préalable possibles, avec intelligence, avec culture, et en tenant compte de l'influence des autres œuvres qui ont précédé. Que ce soit Lolita de Nabokov ou Christine Angot. Et donc c'est vrai que c'est un livre pour ça d'une grande intelligence, quoi, et très littéraire. Elle serait dans votre dictionnaire amoureux des écrivains d'aujourd'hui? Elle aurait tout à fait pu, oui, c'est vrai. Mais là, c'est que son 3e roman. Il y a plutôt des auteurs un peu plus confirmés dans mon livre. En revanche, Anne Scott, dont vous parliez il y a quelques instants, qui elle a eu le prix Renaudot, vous êtes allé un peu plus vite que la musique, elle est déjà dans votre dictionnaire. Oui, elle y est, bien sûr. Mais je trouve que c'est vraiment... je suis très fier qu'on décerne ce prix à Anne, parce que c'est aussi pour l'ensemble de son œuvre. Elle publie des livres depuis très longtemps. Il y avait eu Superstar, qui était... Ça s'appelle Les Insolents. Hein. Et c'est Les Insolents chez Calman Levy. Et oui, elle a fait une œuvre depuis, je sais pas, je vais pas la vieillir, mais enfin, on a le même âge, 30 ans, quoi. Ça fait 30 ans qu'elle publie. Elle a commencé dans les années 90, en même temps que Virginie Despentes. C'est un peu la même mouvance, un peu post-punk, et avec du style, avec du rock, avec... du sexe et une langue, surtout un style à elle, quoi. Et donc je trouve que c'est bien qu'elle soit reconnue. Julie, dans votre dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui, c'est le titre du livre, il n'y a pas les écrivains populaires. Je pense évidemment à tous ceux qui vendent des milliers de livres, Marc Lévy, Joël Dicker, etc. Non, ce ne sont pas des vrais écrivains pour vous? Ah si. Non, mais attendez. Non, ceux que vous avez cités, je sais pas, c'est des raconteurs d'histoire. Mais il y a des écrivains populaires dans mon livre. Il y a Michel Houellebecq, Emmanuel Carrère. Oui,
Prévert, pas cela. Pierre grand Lemaitre. public, J'ai envie de dire, vous faites vous-même de la cancel non-culture. Non, mais je pense que, oui, moi, ce qui compte avant tout, c'est le style et la forme dans les livres. Il faut qu'on sente un effort de ce côté-là, d'humour, d'intelligence, d'émotion, et pas seulement raconter une histoire, parce que sinon, il faut écrire une série télé ou un film. Voilà. Il a le droit d'être amoureux de qui il veut. C'est ça. Alors C'est justement, un exercice qui est subjectif. justement, on va lui faire une surprise à Frédéric Becbédé. Faites un gros plan sur lui. Le prochain visage de notre trombinoscope, c'est Frédéric Becbédé. Ah, merci. Ah, ça Parce lui fait que plaisir. vous parlez d'amour sur scène. Ça, alors, je n'imaginais pas qu'un jour, vous alliez monter sur scène pendant 1h15. Oui. Puisque l'amour dure 1h15. C'est une référence, évidemment, à votre livre et film L'amour dure 3 ans. Bon, là, c'est un peu plus court, mais vous avez Oui. choisi des textes, non seulement des textes littéraires, mais des textes de chansons Oui. qui font, on va dire, référence à l'amour et à l'évolution de l'amour à travers les siècles. Oui, oui, bien sûr, ça part du Cantique des Cantiques, le Conte des Mille et une Nuits, puis après il y a Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, et jusqu'à récemment Maria Pourchet, et puis moi-même, parce que je n'hésite pas à lire des extraits de mes Mais propres jamais œuvres. aussi bien servi. Puis alors dans puis- la lignée du Cantique des Cantiques, Voilà. Oui. Non, et c'est vrai que j'avais... Vous iriez voir Frédéric Becbédé au Théâtre Édouard VII? je sais pas. Ah, qu'est-ce Là, que vous vous me avez, prenez à brûle qu'est-ce que pour vous avez contre Becbédé? Non, mais j'ai rien contre Becbédé. D'abord, je ne connais pas. C'est à 22h, c'est un horaire Non, mais parfait. C'est à 22h, hein, c'est ça? Oui, c'est à mais donc, on peut 22h, c'est enchaîner pratique. après. Voilà. Exactement. Exactement. 22h sur Oui. scène pendant Alors c'est vrai 1h15. qu'au départ, j'avais fait un choix de texte qui faisait 3h30, et puis j'ai réduit à 1h15. C'est pour rassurer les jeunes. Ah, donc c'était l'amour dure 3h30 au Oui. départ. Vous iriez, Blanche? Moi, j'irais, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez salutaire et courageux aussi dans le fait de consacrer aujourd'hui à la lecture à voix haute, comme ça, 1h15, et un spectacle. Il y en a d'autres qui l'avaient fait avant sûr. vous, mais je trouve que, voilà, aujourd'hui, c'est une preuve de courage. Et moi, je voudrais vous dire aussi, à titre personnel, que voilà, je voudrais vous remercier, parce que moi, adolescente, à 14-15 ans, à un âge, à l'adolescence, où la lecture entre plutôt en disgrâce, lire les romans de Becbédé à cet âge-là, lire 99 francs, lire L'amour dure 3 ans, c'était un exercice un petit peu transgressif, il faut le reconnaître, un petit peu sulfureux. Ah oui. Et donc, ça a encouragé les adolescents qui voulaient être cool à lire. Et moi, je sais qu'à cet âge-là, où j'aurais pu perdre l'envie et le désir de lire, j'ai continué à le faire. Et je suis pas la seule, il y a toute une génération, je crois, et vous écriviez pas des livres d'adolescents pour autant, c'est des livres Non, que non. lisaient mes parents, qu'ils aimaient bien aussi. Et donc, plutôt que de lire Gossip Girl à cet âge-là, moi, j'ai lu vos romans et je sais que C'est ça un m'a bon aussi... compliment. Ouais. Et voilà que le ça m'a résultat. aussi Elle est là aujourd'hui. permis d'apprécier la littérature Merci contemporaine. beaucoup, Et je trouve, pardon, je finis Laurent, très salutaire aussi, que vous ne soyez pas dans le déclinisme ambiant sur l'état de notre scène littéraire française. Ah Et que non. vous reconnaissiez qu'aujourd'hui, il y a des choses très très riches. Vous avez cité Maria Pourchet, vous citez Pierre Michon, vous citez Aurélien Bélanger, je vais Oui, dire la parole tant que je Bien l'ai. sûr. Et ce sont des écrivains absolument remarquables et donc ils ne doivent pas nous faire sombrer dans une espèce Fred- de mystification. Fred Hermel, vous avez Mais- 40 secondes. Elle m'a compris. 40 secondes, moi je vais y aller, parce que je pense, attention, que vous êtes une sorte d'Alfred de Musset de notre époque. Bon, alors c'est le bisou. Là, Voilà, ouais, non. Mais C'est le pour le talent, mais aussi pour cette vision finalement amoureuse mais crue de ce que sont les hommes, Mais oui. de ce que sont les femmes. C'est très Quand je littéraire de vous perdre du lis, cœur. dans la manière de regarder ce monde, de regarder les gens qui le font, pour moi, il y a on ne bannit pas avec l'amour, mais il y a au monde une chose sainte et sublime. Vous avez C'est- lu les confessions d'un hétérosexuel Oui, bien légèrement sûr, bien dépassé? sûr. Mais je voudrais simplement terminer la citation L'union de ces deux êtres. de Musset. L'union de deux imparfait et si si imparfait et si Mais affreux. oui, oui. Je trouve que j'aime ça. Et dans les confessions d'un jeune homme du siècle, comme de Musset, il y a ce regard qu'a Musset aussi sur ces deux êtres qui sont moches, les hommes et les femmes. Mais oui. Mais dès qu'ils s'unissent, ils deviennent merveilleux.